Juin 2005, Bâle campagne. Un cheval est retrouvé mort et ses parties génitales ont été sauvagement découpées. Quelques semaines plus tard, d'autres chevaux subissent le même sort dans des centres équestres. Puis une vache et une chèvre. À chaque fois, le meurtrier agit de la même façon. Il découpe l'oreille et le sexe de ses victimes avec un couteau, puis les achève, généralement de nuit. L'affaire fait rapidement le tour des médias, qui surnomment le meurtrier le sadique zoophile. Qui est-il ? Pourquoi s'en prend-il à ces pauvres animaux ? Et que fait-il des parties découpées ? Vous écoutez l'Uniscope, le podcast du campus de l'Université de Lausanne. Dans cet épisode, on se glisse dans les labos de l'École des sciences criminelles pour comprendre comment, à partir de traces, on peut reconstruire une histoire. Le 23 août 2005, la radio-télévision suisse parle du 47e cas au 19h30. Nous revenons ce soir sur le cas de cet âne découvert mort vers Couvet, dans le canton de Neuchâtel. De nouvelles mutilations aux parties génitales qui s'ajoutent aux 46 autres cas déjà recensés dans toute la Suisse. Ça s'est passé là, vers le poteau, dans le champ de chaux. Robert Leu se rend sur place, il découvre le cadavre de Coca, l'âne de la ferme, atrocement mutilé. Il était ouvert derrière, il avait les oreilles qui avaient été coupées. Depuis plus de 3 mois, le ou les pervers sévissent dans le nord-ouest du pays. Je n'arrive pas à expliquer un mal pareil. Les traces de couteau sont nettes. Il y a très peu de sang. A-t-on affaire à un boucher ou un chirurgien ? Si ce psychopathe prend plaisir à achever ces pauvres animaux, qu'est-ce qui l'empêche de s'en prendre à des humains ? Quelques jours plus tard, un nouveau cas a été annoncé, puis quelques jours plus tard, un autre cas a été annoncé. Olivier Ribaud était analyste criminel à la police cantonale vaudoise pendant les faits. Mais tout d'un coup, cette affaire s'élargit spatialement et s'approche alors, évidemment de la Suisse romande. Alors nous, on commence à transpirer un petit peu parce qu'on voit les cas qui se succèdent. Et puis jusqu'au moment où l'été passe et vers la fin de l'été, eh bien, il y a un cas particulier qui va complètement retourner les hypothèses. On peut parler d'un changement de paradigme complet qui a eu lieu. Ce changement de paradigme, c'est lui qui a permis de résoudre cette enquête. Et il est dû à la tracologie, l'étude des traces, comme celle que le sadique zoophile a laissées derrière lui. Quelques années plus tard, Olivier Ribaud est devenu professeur en renseignement criminel et forensique. Il vient de publier une réédition du livre « De la police scientifique à la tracologie » aux EPFL Press. Alors la tracologie, c'est l'étude de la trace. Alors qu'est-ce que la trace ? Alors la trace, on la considère comme étant les effets, une modification de l'environnement qui résulte d'une activité ou d'un événement d'intérêt. En fait, c'est les vestiges ou les signes qui indiquent ce qui s'est passé. On s'intéresse évidemment à des activités particulières, en particulier des activités qu'on qualifiera d'anormales, anormales dans deux sens. Dans un premier sens, anormal, c'est-à-dire qui viole une règle ou une loi, mais anormal aussi dans le sens où elle peut consister en des activités qui sont déviantes, c'est-à-dire hors de normes sociales, mais aussi qui peuvent résulter d'événements dont on dira qu'ils changent le cours normal des choses, comme un accident, comme une catastrophe. Des traces, on en laisse plein sur notre passage, sans même s'en rendre compte. Une empreinte digitale sur une poignée de porte, un cheveu sur le tapis, une trace de semelle, des projectiles, de la poudre d'une arme à feu, des fibres échangées pendant une bagarre. Et lorsqu'il y a un crime, la pièce est fouillée de fond en comble pour retrouver ces traces. En règle générale, les personnes qui se déplacent sur les scènes de crime font partie d'unités spécifiques dans les services de police, ce qu'on appelle les unités forensiques ou elles peuvent avoir d'autres noms selon le système de police. Sont souvent des gens par ailleurs en Suisse qui viennent de l'école des sciences criminelles, qui ont été formés à l'école des sciences criminelles.
Donc ce sont essentiellement des policiers, un mélange de policiers et de scientifiques, je dirais, qui vont sur les scènes de crime. Alors, regarder sous le tapis, parler aux témoins, relever des traces d'éventuelles substances sur le verre qui traîne là. Quoi d'autre? Comment toutes ces personnes savent où et comment chercher? Alors il faut penser la trace déjà dans sa production, c'est-à-dire de connaître aussi d'une certaine manière quels sont les gestes, quelles sont les activités qui sont susceptibles de produire quel genre de traces. Si j'ouvre une porte, ça veut dire que je vais actionner la poignée de la porte et je peux m'attendre à des traces qu'on appellera des traces de contact. C'est-à-dire qu'on va chercher souvent le point de contact entre le geste et le support sur lequel le geste se produit. Donc ça, c'est le premier jeu de connaissances, en fait, qui est extrêmement important quand on arrive sur une scène. Ensuite, la scène de crime, en fait, elle est inconnue. Et elle restera toujours inconnue parce qu'on ne saura jamais où toutes les traces qui ont été effectivement produites au cours de l'activité ont été changées et se trouvent. Ensuite, la scène de crime elle-même, ou ces lieux où s'est passé l'événement, va évoluer dynamiquement. Si vous avez une trace de soulier dans la neige, par exemple, puis que vous avez des intempéries, eh bien, la trace de soulier va disparaître. Et le temps qui passe, c'est la vérité qui s'enfuit. Là, je cite Edmond Locard qui a cité cette phrase qui est très très connue, dire qu'il y a toujours une dynamique. Donc il faut aussi tenir compte du fait que la scène de crime n'est pas celle qui s'est produite juste après ou pendant l'événement, mais c'est une scène qui a déjà évolué. Et cette dynamique qui peut être accélérée aussi par les intervenants. Si vous avez une scène d'homicide, par exemple, vous aurez plein d'acteurs avec des enjeux qui sont différents. Vous avez peut-être des gens qui voudront essayer de sauver la personne. Donc, elles vont évidemment intervenir sans se préoccuper forcément des traces ou des traces qu'elles vont elles-mêmes produire par leur activité, qui sont susceptibles de détruire les traces intéressante. Et les enquêteurs veulent aller très vite, parce que dans un cas d'homicide, on sait que le cas d'homicide se résout très vite ou aura beaucoup de mal à se résoudre. Donc il s'agit de gérer sur la scène de crime, en fait, tous ces acteurs, on appelle ça geler la scène de crime. Donc il s'agit d'analyser en général l'environnement physique, l'environnement social aussi immédiat, s'il y a des voisins qui ont pu voir la scène par exemple, s'il y a des caméras qui ont pu filmer par exemple, donc on va évaluer l'environnement immédiat, l'environnement physique et social immédiat pour imaginer au moment où l'auteur a agi, eh bien, quelles étaient ses contraintes et comment il a pu déployer un mode opératoire ou effectuer ses gestes dans l'environnement en question. Google Maps, parc de l'Ermitage. Allez hop, un petit tour sur Facebook. Où revendre de l'or caché. Il n'y a pas que les traces physiques. Il y a aussi tout ce qu'on laisse derrière nous en effectuant une recherche sur Internet, en utilisant un GPS, en appelant un ami, en likant une photo sur Instagram. Les traces numériques, elles aussi, contiennent beaucoup d'informations. Les traces numériques ont, je dirais, tout changé, quelque part. Elles ont tout changé parce qu'elles ont changé surtout les échelles, c'est-à-dire la quantité de ces traces qui sont produites. Pour partir de la définition d'origine, c'est une modification de l'environnement informatique qui est liée à des activités anormales. Et il y en a beaucoup. Alors, il y en a beaucoup de sortes différentes. Par exemple, si on considère un téléphone intelligent, sur ce téléphone intelligent, vous avez des applications, il y a beaucoup d'applications, et vous pouvez imaginer que chacune de ces applications vont produire des traces, par exemple des traces qui vont aider à localiser. Puis vous avez les images aussi, par exemple, qui sont produites avec les caméras, par exemple. Si vous voyez quelque chose d'anormal, eh bien, tout le monde va sortir son téléphone et filmer la chose. Ce qui fait qu'on a des témoins qui produisent des traces. Et ça, c'est extraordinairement intéressant du point de vue de l'interprétation, parce que, évidemment, on n'est jamais neutre, même quand on prend des images. Mais néanmoins, la trace reste une trace au sens de la trace. Donc, c'est ce qu'on appelle les images témoins qui changent la nature des traces et l'interprétation. Une fois ces traces collectées sur la scène de crime, elles sont envoyées à l'extérieur.
Ce sont généralement des chimistes, biologistes ou spécialistes des données qui prendront la relève. En Suisse, il y a un grand laboratoire qui se trouve à Zurich et le laboratoire d'expertise à l'École des sciences criminelles à Lausanne. Ces scientifiques vont analyser la composition chimique d'une substance, comparer une écriture sur un document ou encore retracer le signal GPS d'un téléphone. La difficulté maintenant est de relier ces traces avec une histoire. Alors, c'est à la base des principes de la tracologie, puisque parlons tracologie. Il ne faut jamais perdre de vue que la trace, ce sont les effets d'une activité ou d'un événement. Ce sont des vestiges qu'on trouve, on détecte après que l'événement s'est déroulé. Donc il s'agit de reconstruire à partir de ces traces ce qui a pu se passer. Or, ce passé, il nous est rendu complètement inaccessible. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'imaginer ce qui s'est passé, d'en faire un modèle, une représentation de ce qui s'est passé. Donc, intrinsèquement, la reconstruction à partir de la trace de ce qui s'est passé est entachée d'incertitude. Ensuite, il peut toujours y avoir plusieurs causes aux effets qu'on observe. Donc, on a une logique qui remonte des effets. On va essayer de détecter des signes qui indiquent ce qui s'est passé, mais les choses ont très bien pu se passer différemment. C'est toujours la vérité factuelle, elle est inaccessible. Il faut bien réaliser cet élément-là. Donc on a une logique qui va des effets vers les causes, qu'on appelle abductive. Alors on est typiquement dans ce genre de schéma, et dans lequel on doit procéder par développement d'hypothèses, par le fait d'éprouver ces hypothèses, donc des logiques scientifiques, je dirais, relativement classiques, sauf que c'est le cas particulier qui nous intéresse, plus que le principe général ou la règle générale, c'est le cas particulier qui nous intéresse. Donc on veut développer des hypothèses, les tester, peut-être expérimenter au travers, par exemple, on va faire un modèle numérique d'un incendie et puis voir, selon les hypothèses qu'on suppose vraies, comment le feu se développe au travers des modèles numériques, et est-ce que le résultat, ça correspond ou pas à ce qu'on a observé, par exemple. On fait des hypothèses, on crée des modèles, on imagine ce qui s'est passé, on passe de l'effet à la cause. Le problème, c'est que c'est impossible de remonter le temps. On ne sera jamais sûr à 100% d'un scénario. On va travailler énormément avec les probabilités, sachant aussi que très souvent, la solution se trouve non pas dans une trace particulière, mais dans la combinaison des traces, dans la relation qu'une trace peut avoir avec une autre. Par exemple, si je vois une séquence de traces de souliers sur un sol, je vais pouvoir imaginer que cette séquence reflète le déplacement d'une personne dans un lieu particulier. Donc ce n'est pas la trace de souliers liée à sa source qui va m'intéresser. Peut-être qu'elle va m'intéresser pour des raisons particulières, parce que je vais peut-être retrouver des chaussures d'intérêt chez une personne d'intérêt. Mais concernant le scénario, ce qui va être intéressant, c'est la séquence elle-même qui va plutôt m'indiquer un déplacement. Donc très souvent, le scénario provient aussi de la gestion des traces et des relations entre ces traces entre elles, qui en termes de probabilité, bien entendu, change aussi les ordres de grandeur avec lesquels on va raisonner, et ce qui potentiellement permet de réduire les incertitudes. Mais à quel moment la probabilité est suffisamment haute pour se dire « Ok, là on est sûr que cette personne est coupable ». Le risque est quand même d'envoyer un innocent ou une innocente en prison. Ce n'est pas le problème du scientifique. Ce n'est pas le problème du scientifique parce que là, on fait appel à des décisions qui sont de nature judiciaire. Donc la décision, ce genre de décision, relève de l'intime conviction qui appartient à celui qui juge ou à celle qui juge. Et c'est pour ça que dans le vocabulaire qu'on développe auprès de nos étudiants, on veut parler de personnes d'intérêt davantage que d'un suspect, par exemple, et surtout pas, évidemment, d'un coupable. Et tout ça relève de la relation entre la science et la justice,
la justice juge, la science produit de l'information et aide à renforcer son processus de décision. Donc on n'entendra jamais un scientifique dire « c'est lui qui a commis le crime ». Et s'il le fait, c'est qu'il empiète sur des prérogatives qui sont des prérogatives qui ne sont pas de son ressort. Donc, la police fouille une scène de crime, relève les traces. Ensuite, des scientifiques spécialisés analysent ces traces dans des laboratoires. Mais ce sont des juges qui prennent des décisions. En fait, on est loin d'un Sherlock Holmes qui résout une enquête de A à Z tout seul ou avec son acolyte. En réalité, il y a beaucoup d'experts et d'expertes surspécialisés. Celui qui gère les analyses ADN comme personne, celle qui reconnaît le profil chimique de toutes les poutres d'armes à feu, celui qui sait relever les traces sur une scène de crime immergée sous l'eau. Le problème pour Olivier Ribaud, c'est que ces spécialistes deviennent déconnectés les uns des autres, et donc de la réalité. Il manque une vue d'ensemble. C'est une grande histoire, la question de la spécialisation, mais on peut bien imaginer que l'image qu'on a donnée à la tracologie comme étant une discipline très technologique à la base a fait qu'on a énormément divisé le travail. Donc on a intégré beaucoup de technologies, on l'a divisé autour de ces technologies, ce qui fait qu'on a beaucoup relié la discipline aux disciplines fondamentales, d'où viennent ces technologies. Et donc, les personnes à qui on a donné la responsabilité de traiter ces traces, essentiellement, sont venues de ces disciplines fondamentales, et ce qui a fait qu'on a divisé le travail jusqu'à l'extrême, jusqu'à le fragmenter, jusqu'à le morceler, jusqu'à parfois oublier que la trace, c'est un contenu informationnel qui doit aider à résoudre un problème. Maintenant que la tracologie est un peu plus claire, revenons à nos moutons, mutilés, et au sadique zoophile de 2005. Olivier Ribaud se souvient bien du retournement de situation de cette affaire. Vers la fin de l'été, il y a un cas particulier qui va complètement retourner les hypothèses. On peut parler d'un changement de paradigme complet qui a eu lieu. C'est un âne qui décède dans les champs. Les premiers intervenants pensent très sincèrement, et le propriétaire de l'âne pense très sincèrement que l'âne a été mutilé. Mais la police neuchâteloise va intervenir dans un premier temps, elle va communiquer en disant « Oulala, on est touché par le phénomène du tueur ou du mutilateur en série ». Puis, en arrière-plan, elle va reprendre le cas et réanalyser le cas. Elle va dire des oreilles coupées. Qu'est-ce que ça veut dire que ces oreilles coupées ? Est-ce que les oreilles ont été coupées avec un couteau ? C'est ce qu'on croyait au moment de l'intervention. D'ailleurs, un premier fichet va indiquer qu'il y a un couteau qui a été utilisé. Mais on va se poser la question, il est où ce couteau ? On ne l'a pas trouvé, ce couteau. Il n'était pas là. Oui, mais ça paraît évident à la lecture des découpes que c'est un couteau qui a fait ça. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'un couteau laisse des découpes de ce type-là ? Donc il va y avoir un certain nombre d'expérimentations qui vont être faites et qui vont amener à la conviction des enquêteurs que la découpe n'a pas été faite avec un couteau, mais qu'un carnivore est venu se servir des oreilles d'un animal qui était décédé par ailleurs naturellement. Alors, je vous passe tous les tests et toutes les expérimentations qui ont été faites, mais quelques jours plus tard, la police neuchâteloise fait un communiqué de presse dans lequel elle dit à partir de nos investigations, on estime maintenant qu'il n'y a pas eu d'activité humaine sur ces cas qu'on a relevés dans le canton de Neuchâtel. Il n'y a donc jamais eu de sadique zoophile. Les oreilles et parties génitales coupées étaient en fait le travail de charognards qui se sont servis des parties les plus tendres et donc accessibles des animaux morts naturellement. En analysant rigoureusement les traces, on remarque que les marques de morsure ressemblent énormément à celles d'un couteau. Alors, il y a énormément de choses qui sont intéressantes dans cette affaire sur notamment les biais de raisonnement, le contexte émotionnel, qui crée un contexte qui fait que, on s'intéresse à des hypothèses très particulières.
Donc il y a beaucoup d'aspects, il y a pratiquement tous les aspects. Je crois qu'on a regardé un peu toutes les classifications possibles des biais de raisonnement, et dans cette affaire, on les a tous. On les a tous, de l'émotion, du fait qu'on a relativement peu d'informations, donc on a un penchant naturel de vouloir expliquer les phénomènes. Même avec peu d'informations, on veut trouver des explications. C'est souvent la première explication qui nous satisfait le plus, qu'on trouve souvent la plus intéressante, à laquelle on va s'accrocher. On sait qu'une fois qu'on a développé une hypothèse, eh bien, on s'y accroche fermement. C'est très difficile d'en changer. Et dans cette affaire des animaux, les hypothèses, elles étaient liées à ce qu'on a appelé le sadique zoophile. Donc il y avait un côté très fascinant derrière le sadique zoophile, même si on ne veut pas se l'admettre. Eh bien, c'était quelque chose de très fascinant. Et donc, les biais ont joué, ils ont été amplifiés par les médias, et finalement tout le monde a été complice pour se raconter une histoire au travers d'éléments finalement qui fondamentalement étaient d'une fragilité assez extraordinaire. Là, je crois que la tracologie ou la trace elle-même doit nous rappeler le socle sur lequel on construit les raisonnements et doit nous ramener à une réflexion sur la solidité de ce socle. Sur la base, on construit l'ensemble des réflexions. Et je crois que c'est tout à fait typique de notre époque aussi, avec l'amplification de ces phénomènes au travers notamment des réseaux sociaux. Eh bien, c'est tout à fait typique de vouloir sauter très vite aux conclusions dans des schémas qu'on trouve intéressants, que socialement on trouve intéressants, mais en oubliant que tout ça s'est passé dans un univers physique avec des échanges de traces, et que fondamentalement, eh bien, il s'agit d'ancrer ces raisonnements dans un socle beaucoup plus solide. Affaire résolue. Le sadique zoophile était davantage le résultat d'une peur collective, et une analyse rigoureuse des traces, comme ça a été fait ici, permet de remettre les choses à leur place. On ne fera plus la même erreur. Plusieurs chevaux, poneys ou ânes ont été découverts blessés ces derniers mois en France et en Allemagne. Des oreilles arrachées, des nez tranchés, des organes sexuels sectionnés. La presse française en parle. De l'acte sadique au rituel satanique en passant par le trafic d'organes d'animaux. Le nombre de cas signalés augmente depuis le début. Vous venez d'écouter un épisode de l'Uniscope, imaginé et créé par Marion Deveuvet. Merci à Olivier Ribaud d'avoir retracé pour nous cette histoire dans ce podcast et dans son livre De la police scientifique à la tracologie aux EPFL Press.